Alors, dans la suite donc, de ces années 70 excessivement riches d'un point de vue théorique d'avancement de votre pensée, arrivent les années 80, où il semble que dans votre parcours, vous passez à une phase, j'allais dire, opérationnelle. Vous repassiez à une phase opérationnelle, puisque 84-85 a été marqué par la fondation éminente de la Domus Academy, qui était un institut de recherche, ou qui est toujours un institut de recherche sur la mode et sur le design, que vous avez cofondé et auquel vous avez donné énormément de votre temps. Alors dans quel but et sur quels critères? Est-ce qu'il y avait déjà une école? Est-ce qu'il y a une école de Mousse Academy, une école stylistique, ou est-ce que c'était plus... Non, la Domus Academy que nous avons créée autour d'une initiative de Maria Grazia Mazzocchi, qui en est la présidente, était pour moi une sorte de laboratoire expérimental permanent d'un certain nombre de connaissances appliquées à la spécificité du nouveau design et de son caractère à la fois existentiel sur le point de vue psychologique et hybride sur le point de vue formel. Comment continuer au fur et à mesure de l'exigence évolutive de la société, comment peut-on continuer à créer ces objets hybrides qui sont à la fois des objets d'art et des objets d'usage et qui contribuent de façon déterminante à la qualité de la vie. Donc ça a été pour moi le grand challenge de Domus Academy. Domus Academy est né à un moment de grande euphorie en Italie, où Milan représentait véritablement le grand forum de discussion sur l'avenir, le destin du design en rapport avec une architecture qui ne se voulait pas simplement un fait visuel, mais aussi un fait existentiel. Et je dois dire que parallèlement à mon investissement sur la Domus Academy, c'est l'époque où j'ai été amené à concevoir aussi d'une façon différente, moins routinière, le rapport de l'occupation du terrain en tant que problématique générale. C'est l'époque où je me suis beaucoup intéressé à l'art d'Annie Caravan, ce sculpteur israélien qui a créé l'axe majeur de Sergi Pontoise et dont la sculpture s'intègre directement au site et à l'architecture ambiante. Un art qui appartient tout autant au domaine de la sculpture, par le répertoire des formes, qui sont des formes géométriques de base, mais aussi à la psychosociologie de l'environnement, avec ses lignes de lumière, ses lignes d'eau, à la symbologie végétale, le rôle de l'olivier, par exemple, dans la sculpture de Gravin, mais aussi à l'art des jardins, à l'urbanisme et à l'architecture en soi, dans son côté fondamental. Et je me suis aperçu que grâce, en France, à l'expérience unique des villes nouvelles, il naissait une nouvelle fonction de la sculpture qui était justement de marquer le terrain et de l'humaniser dans sa réalité profonde, sa profondeur essentielle.
Cézanne appartient à cette famille des nouveaux sculpteurs. Il faudrait citer aussi des gens comme Mercado, des gens comme Kowalski, Lalanne, Jean-Pierre Reynaud, qui sont véritablement des sculpteurs publics. Et à la différence de la sculpture publique américaine, dont la vocation est beaucoup plus celle des parcs de sculpture et d'une morphologie esthétique à l'air libre, cette nouvelle fonction européenne de la sculpture est beaucoup plus liée à la sémantique humaine de l'architecture. C'est un domaine qui me fascine et je le suis avec beaucoup de passion. Ces nouveaux sculpteurs ont d'ailleurs un travail qui est très différent de celui des sculpteurs traditionnels. Ils ne viennent pas décorer un site architectural construit ou insérer une dimension esthétique dans une situation urbanistique donnée. Ils participent de façon organique et fondamentale à l'élaboration du fait humain du donné bâti et des perspectives du trafic urbain. Il y a là certainement une orientation très spécifique de l'art contemporain, et je pense que c'est aussi l'une des caractéristiques de l'art dans notre époque de transition. Bien, alors cette réflexion à nouveau sur les nouvelles formes d'art nées des années 80, disons, vous a amené à cette fameuse notion d'objet plus dont nous parlions dans un précédent entretien, qui est une réflexion sur la plus-value, donc sémantique et culturelle, qui s'attache à l'objet industriel quand il entre dans le domaine de l'art. Est-ce que vous pouvez définir un peu cette notion d'objet plus de manière à peut-être conclure sur votre réflexion actuelle concernant le phénomène même de la vérité, donc, parce qu'en plus vous avez poursuivi votre raisonnement et vous annoncez une révolution de la vérité dans les années à venir, due aux échanges de communication et aux modifications de la perception sensible. L'objet plus, c'est un objet en effet qui est affecté de cette plus-value sémantique qui s'attache au passage de l'objet d'art, de l'objet industriel, pardon, dans le domaine de l'art, le passage de l'objet industriel dans le domaine de l'art. Et c'est en quelque sorte le point d'aboutissement de ma réflexion sur le ready-made. Mais en même temps, cette analyse débouche sur un problème fondamental qui est celui de ce transfert sémantique de l'art sur une qualité de l'objet, une qualité objective, nouvelle et spécifique. Vous avez lu mon livre sur les objets plus et vous vous êtes rendu compte que je traite à part égale d'objets d'art et d'objets d'usage de différentes structures. Je commence par le ready-made classique de Duchamp, la roue de bicyclette, mais je fais appel aussi à des images comme celle de Warhol ou celle de Jacquet. Je fais appel aussi à des sculptures comme celle de Jeff Koons. Je fais appel aussi à des objets de design qui sont aussi des sculptures comme celle de Philippe Stark, d'Andrea Branzi ou de Mendini. Sans oublier la sculpture de César, qui
qui en elle-même, par la vertu sémantique de la compression, devient véritablement un objet fort dans ses mutations sémantiques. Je pense que ce qui donne à ces différents objets le dénominateur commun d'une esthétique nouvelle, et qui sera peut-être justement celle de notre immédiat futur, c'est qu'à la notion, disons, canonique, traditionnelle du beau, est venue se substituer une notion de vérité gratifiante. C'est ce sentiment de vérité devant ces objets plus qui entraîne notre adhésion beaucoup plus que des références à une esthétique formelle, traditionnelle. Bien entendu, cette vérité appliquée à cette forme d'art, ce n'est pas le pur produit de la logique de l'évidence. Ce vrai est le produit très culturel d'un système d'apparence qui tend à nous faire ressentir cette sensation gratifiante de vérité. Mais si la vérité est apparente, cette vérité de l'art ne se représente pas, elle se présente d'elle-même. Et c'est alors que nous passons véritablement d'un art de la représentation à un art de la présentation. Et tous les aléas actuels de l'aventure de l'objet, je pense en particulier à Bertrand Lavie, accentue très fort ce phénomène central de présentation. Pour que cette présentation de la vérité à travers telle ou telle forme d'art actuel entraîne notre adhésion et notre participation à une sensation gratifiante, encore faut-il que cette présentation soit véridique. Et pour que nous ayons cette impression de vérité vraie, il faut que ces objets, que ces installations, que ces réalités virtuelles nous soient présentées de façon plus vraie que nature. Et je suis persuadé que c'est dans ce supplément de vérité que réside tout le challenge de l'art contemporain, de cet art qui justement est en prise directe avec la vie et avec le développement des exigences fondamentales de la société. 95 a été pour moi une année bénéfique, dans la mesure où, à la Biennale de Venise en juin, il y avait au pavillon français la maxi-compression de César, 300 tonnes de carrosserie automobile compressée, qui figurait de façon extrêmement directe et irrésistible le portrait de notre société post-industrielle, saturée d'industrie. Et je dois dire que cette œuvre extrêmement puissante contrastait beaucoup avec tous les simulacres de figuration qui étaient liés à l'exposition de Jean Clair sur le corps considéré dans son usage et ses abus, dans sa représentation et dans sa présentation, comme le fil directeur de l'évolution artistique sur son temps. Parce que, rappelez-vous,
cette biennale de 95, c'était aussi le centenaire de l'institution vénitienne. J'ai donc vu dans cette maxi-convention de César ce portrait, ce profil de notre société post-industrielle. Un peu plus tard, toujours dans le mois de juin, Christo et Jeanne-Claude avaient empaqueté le Reichstag à Berlin. Et ce Reichstag empaqueté a été perçu par les Berlinois comme le symbole de la vérité de leur présence unitaire dans la ville. Au moment de l'inauguration, c'est-à-dire à la fin de l'emballage, le Reichstag est découvert d'un tissu plastique gris fixé par des cordes bleues. Et il y avait une impression étrange, un immense iceberg au milieu de la ville. Mais cet iceberg était plein de la chaleur humaine des spectateurs. Le jour donc du vernissage, qui était un week-end, samedi et dimanche, 2 millions de Berlinois sont venus voir le Reichstag empaqueté. Et quand on pense à 2 millions d'une foule germanique, on pense évidemment à des phénomènes violents, brutaux, des phénomènes de tension, des phénomènes d'agressivité, des phénomènes de militarisme. Eh bien non, cette foule-là, elle était belle parce qu'elle était heureuse et sereine. On consommait beaucoup plus de Coca-Cola et d'ice cream que de saucisses ou de bière, et surtout les gens de tous les âges, de tous les quartiers de Berlin, étaient heureux d'être ensemble. Et c'est ce phénomène de vérité gratifiante qui, pour moi, est la leçon majeure de l'événement. 5 millions de Berlinois se sont pressés autour du Reichstag pendant les 2 semaines qu'a duré la manifestation de Christo. Et à la fin, ils ont créé un cortège spontané de remerciements. Ils ont été fondamentalement reconnaissants à Christo de leur avoir fait sentir qu'ils vivaient dans une ville unie, et je pense que cette sensation d'unité dans leur présence est une chose qui ne s'était jamais produite à Berlin depuis la réunification du mur. Alors vous pensez par rapport à cette réaction de la foule berlinoise, qu'est-ce qui a le plus entraîné l'adhésion? Est-ce que c'est la valeur d'exorcisme du Reichstag emballé? Est-ce que c'est la valeur événementielle en soi, bon, effectivement, qui pourrait se marquer par cette valeur unifiante, en fait, en signifier qu'une ville réexistait à travers un événement et se réunifier à travers un événement artistique majeur. Et qu'est-ce que vous faites, entre guillemets, de la valeur subversive de l'art par rapport à cette fonction de la vérité, ou de décrètement de la vérité? Sa valeur subversive, dans ce cas-là, réside dans l'effacement de toutes les considérations de type politique, social ou idéologique qui pouvaient s'opposer au projet. Le fait que l'on empaquette ou qu'on emballe le symbole de la démocratie allemande, tout ça est devenu un phénomène secondaire. Et d'ailleurs, le projet n'a pratiquement pas provoqué de vandalisme ou d'opposition, quelle qu'elle soit, ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite.
On parle beaucoup de Naziskine à Berlin, mais je n'en ai vu aucun. Ou si c'était là, ils avaient participé à l'euphorie générale et à la sérénité générale. Je crois que la subversion, c'est ça. C'est que tous les problèmes de type idéologique, psychologique, social, que pouvaient provoquer ou que pouvaient impliquer le Reichstag empaqueté, ont été balayés par la force même de l'événement et par ce côté énorme de la présence. Le Reichstag, comme symbole de l'unité allemande, est encore plus unitaire sous son empaquetage qu'il ne pouvait l'être dans la mentalité des vrais démocrates allemands. Et je pense... somme, le plus sémantique, là c'était la valeur de l'évidence en fait. Là c'était cette valeur d'évidence. Et donc ça a été pour moi un choc extrêmement profond. D'ailleurs, je pense que cette émotion, je l'ai ressentie avec beaucoup de gens dans la foule, puisqu'il s'est produit une chose tout à fait inattendue, une explosion de créativité spontanée. Au chemin de cette foule sont sortis des posters, des t-shirts, des cartes postales qui n'avaient rien à voir avec la production folklorique habituelle des manifestations Christo, mais qui était né justement de ce besoin direct d'expressivité. C'était évidemment des bricolages par rapport à la production promotionnelle et publicitaire de Christo, mais ils avaient un témoignage d'humanité et de sympathie extrêmement fort. Parmi toutes ces créations spontanées, une avait un relief tout à fait significatif, c'était une carte postale qui a été tirée à quelques milliers d'exemplaires et qui a disparu immédiatement, mais qui représentait en premier plan la silhouette du chancelier Kohl, qui est massive et robuste, entièrement momifié, entouré de bandelettes, et à l'horizon le Reichstag scintillant. Le Reichstag normal, une vue normale du Reichstag. La symbologie de l'image était évidente, surtout si l'on sait que le chancelier Kohl a été jusqu'au dernier moment l'adversaire systématique et fanatique du projet, au point qu'il a fallu un vote du Parlement, du Bundestag, pour pouvoir le réaliser. L'adhésion du Parlement s'est faite à quelque chose, à une centaine de voix de majorité. Donc, il est certain que ce genre de phénomène était extrêmement significatif de ce sentiment de vérité immanente et gratifiante que ressentait la foule. C'est donc pour moi véritablement, encore une fois, un choc extrêmement profond. Et le troisième fait que je voudrais souligner, s'est passé toujours la même année, le 1er août 1995, à Beyrouth, au Liban, où Armand avait réalisé, avec l'aide du génie militaire libanais, un monument au titre significatif Hope for Peace in Middle East, espoir de paix au Moyen-Orient. Ce monument consistait en une accumulation à la verticale de 40 tanks pris dans le ciment. Et des alvéoles creusées dans ce ciment sortaient les canons qui étaient, par un hasard trop heureux pour ne pas avoir été contrôlés, étaient tournés vers la Syrie. Cette tranche de Roquefort, parce que c'est un peu la forme que prenait le monument, était aussi une tranche de vie. Pour ceux qui ont visité Beyrouth aujourd'hui, savent très bien que le centre de Beyrouth
a été totalement détruit avec la zone portuaire et qu'elle ressemble véritablement à Sarajevo. Mais avec la paix syrienne, l'argent de la diaspora libanaise à l'étranger est revenu et toute la ceinture périphérique de Beyrouth est hérissée de buildings en ciment tout neufs, de palais, d'hôtels de luxe, une sorte de mini-Miami. Donc Beyrouth aujourd'hui, c'est la ville des armes rouillées et du ciment neuf. Et cette impression métaphorique extrêmement puissante, Armand a su la donner, et de façon immédiate. Les gens, devant ce monument, qui est placé à Yarzé, le faubourg administratif de Beyrouth, où se trouve le ministère de la guerre, ce monument a été visité par tout le Liban. Et les jeunes pleuraient en voyant cette image très forte de leur destin. Aucun d'eux ne s'y trompait. Cette image-là, c'était vraiment le destin du Liban à travers l'image de Beyrouth. Et là aussi, cette impression de vérité toute puissante m'a frappé au plus haut point. Et je dois dire que ces trois manifestations grandioses de cette révolution de la vérité dans la sensibilité artistique sont pour moi des phénomènes majeurs et marquent, je pense, à jamais ma mémoire. J'ai eu le bonheur de vivre en un espace de temps assez court pendant cette année 95 des manifestations qui sont pour moi de véritables vérifications, encore une fois, de ce changement révolutionnaire et spectaculaire dans nos critères de jugement et dans la formation de notre goût, encore une fois, lié aux exigences évolutives de la société post-industrielle. Donc l'advenir de l'art contemporain, immédiat, serait, donc si je vous entends bien, la présentation, de mettre sa puissance expressive au service de la présentation d'une évidence, d'un état de fait. Les trois exemples que vous avez cités vont dans ce sens, c'est pour ça que je... Oui, ce sont, si vous voulez, des états de fait, ce sont des situations objectives qui, par la force même de l'art qui est à la base de leur existence, constituent des éléments de communication collective d'une puissance extraordinaire. Et cette communication, si elle se produit à ce niveau et à ce degré de densité, implique l'introduction d'une valeur totalement nouvelle dans la communication artistique. C'est la notion de tolérance. À la base de cette adhésion collective et gratifiante, il y a ce concept fondamental de tolérance. La vision de la maxi-compression, du Reichstag empaqueté, du monument à l'espoir de paix dans le Moyen-Orient entraîne cette espèce de bouffée de tolérance qui devient le catalyseur de la communication dans le langage et en même temps l'élément fondamental de la cristallisation de l'émotion. Cette notion de tolérance par rapport au pouvoir d'expression de la vérité
dans l'art est une notion nouvelle. L'art n'a jamais été tolérant de nature. L'art a toujours été au service d'un pouvoir, que ce soit un pouvoir de type spirituel, de type politique ou de type économique. L'art a toujours été, on appelle ça aujourd'hui le phénomène de sponsorisation, l'art a toujours été sponsorisé par le pouvoir et a toujours été une création à l'image du pouvoir. Là, je pense que les rôles sont renversés et que l'art devient l'expression d'une vérité autonome, essentielle et tout à fait indépendante dans l'expression de sa liberté. Et je pense qu'il y a là aussi beaucoup à penser et à réfléchir sur cette orientation de notre goût, de notre perception et de notre approche d'une nouvelle gratification dans le sentiment que peut provoquer une œuvre d'art. Et vous ne croyez pas, dans les exemples que vous avez donnés, et plus généralement, que cette tolérance, cette ouverture sur la tolérance n'est possible que dans la mesure où l'art se donne aussi comme auto-ironie, c'est-à-dire que les trois événements, enfin les trois monuments que vous avez cités, ont tous une très forte valeur auto-ironique. C'est bon, emballer le Reichstag, mettre des tanks dans une caisse en béton, même s'il y a une puissance symbolique évidente et une unicité d'affirmation, il y a aussi un côté, oui, ironique, effectivement. Oui, mais l'ironie, quand elle est perçue dans cette optique de vérité, est la manifestation d'une très profonde humanité. Tout à fait. C'est en effet un rappel à l'ordre humain. Accumuler les tanks, c'est en effet un phénomène dont les raisons humaines sont extrêmement précises, immédiates et directes. Empaqueter le Reichstag aussi, compresser 300 tonnes de voitures aussi. Et je pense alors que toutes ces notions doivent être réexaminées, revisitées sous l'angle de cette humanité profonde. Et c'est sans doute le grand problème aujourd'hui. C'est là que je vois moi-même la persistance de cet élément fondamentalement humain dans toute création, au cœur de toute chose. Et c'est ce qui, en plus, disons, du plaisir gratifiant qu'elle me procure, que ce type d'œuvre est pour moi un grand signe d'espoir et un grand signe d'optimisme. Je crois que, je vous ai parlé tout à l'heure de l'optimisme comme vertu capitale de notre approche au monde d'aujourd'hui. Eh bien, je pense que ces œuvres-là relèvent bien de cet optimisme fondamental. Dans ces dispositifs que vous évoquiez, donc celui de César, celui de Armand, il apparaît une chose, c'est qu'ils sont là pour souligner à la fois un moment historique précis qui fait leur force événementielle, et en même temps qu'ils interrogent le spectateur, le regardant, beaucoup plus profondément que comme personne historique ou personne impliquée dans une société précise. Je pense que vous auriez peut-être une vision plus globale sur les dispositifs à venir dans l'évolution même finalement de la fonction artistique et de la fonction sociale.
Sans doute. Mais je pense que nous vivons une période exaltante parce que tous ces facteurs sont étrangement et étroitement liés. Peut-être que l'opinion mondiale ne se rend pas compte des changements structurels et fondamentaux qui sont en train de se passer. Il est difficile à une civilisation de se concevoir comme mortelle et de prévoir sur ses cendres la naissance d'une civilisation nouvelle. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui et les raisonnements de type historique ont peu de prise sur la portée des événements. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus dans le temps de l'histoire, nous sommes dans le temps de la civilisation et c'est justement les phénomènes liés à des phénomènes de civilisation qui sont les plus importants, qui sont ceux sur lesquels va se baser le changement de notre sensibilité, de notre perception du monde et aussi toute la nouvelle hiérarchie des valeurs de référence qui vont constituer l'épine dorsale de notre vie collective dans ce monde, sur cette planète. Oui, nous avons dépassé l'histoire et nous sommes maintenant dans le domaine de la civilisation. L'histoire reprendra ses droits. C'est elle qui, en effet, portera le jugement ultime sur ce phénomène de civilisation une fois qu'il aura été accompli et qu'il aura été consolidé par les faits. Mais en ce moment-ci, et cela fait part intégrante du chaos qui nous entoure et dans lequel nous vivons, la place n'est plus à l'histoire. L'histoire s'efface en ce moment devant l'imminence et la force du phénomène social conçu comme un phénomène de société. Et je pense que l'art lui-même est en train de subir ces transformations radicales, que ce dualisme entre l'histoire de l'art classique et l'autre phase de l'art ne fait que s'enraciner dans la vérité des faits du moment, et que c'est dans cette logique-là que s'écrira plus tard l'histoire. Donc, anticiper l'histoire, c'est créer véritablement de nouveaux moyens à son propre exercice. Et cette transmutation de l'art que vous décrivez, enfin transmutation, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais ça y ressemble un petit peu, elle est la conséquence évidente des nouveaux moyens de communication qui sont d'ailleurs un des horizons de votre réflexion actuelle. Communication et matière virtuelle. La communication change. Dans le domaine justement de la culture et dans le domaine de l'art, c'est bien évident. On assiste, et c'est très net, les historiens les plus conservateurs s'acharnent à nous le répéter. Nous assistons à la fin des avant-gardes. Et il est certain que le phénomène d'avant-garde, au-delà de ces analogies formelles avec le langage militaire, les avant-gardes ne sont plus de mise. Quand on travaille sur une civilisation en formation, en renaissance, en transfert,
il y a là évidemment un enjeu qui est sans doute vécu à son acuité de conscience par peu de gens, comme toujours d'ailleurs, mais qui s'impose comme une réalité inéluctable. La communication aujourd'hui, ce n'est pas la communication de l'époque d'après-guerre. La communication de 1997, ce n'est pas du tout la communication de 1947. Si le développement technologique a eu des effets spectaculaires sur les structures formelles et les moyens de la communication, c'est un fait. Mais en même temps, on communique aujourd'hui pour éprouver un sens de solidarité active avec une réalité globale qui est l'ensemble de la planète. Celui qui aujourd'hui tripote fanatiquement les claviers de l'Internet le fait parce qu'il a la sensation d'appartenir à un phénomène global, c'est-à-dire au réseau planétaire de l'information qui draine ses autoroutes et ses tentacules sur l'ensemble de notre planète. Il cherche évidemment une information, mais en plus, il veut que cette information soit accompagnée d'un sens de communication planétaire, qu'il participe avec l'ensemble de la planète, ne serait-ce que de façon virtuelle, à cette recherche d'informations ponctuelles qui est la sienne. Et il est certain que cette dimension globale qui s'ajoute à l'information pure et simple est un phénomène qui agit aussi comme une sorte de drogue sociale. Ces effets sont énormes, en particulier sur les localisations géographiques des individus. Le lecteur d'Internet qui se trouve dans un endroit tout à fait isolé du globe ne ressent plus son isolement. Il participe véritablement à ce qu'il ressent comme la vie collective du monde. Et c'est un phénomène donc très très intéressant. Les localisations géographiques qui deviennent de plus en plus abstraites, qui s'effacent pour tout dire, créent une autre approche de l'homme au monde. Nous sommes très loin de l'attachement viscéral au terroir, aux valeurs d'une civilisation agricole, si l'on peut dire. L'homme d'aujourd'hui se sent détenteur d'une information qui lui est distribuée de façon globale. Donc, il y a là une démarche tout à fait nouvelle. Espérons, si nous sommes optimistes, que à cette recherche spécifique de l'information liée à la communication globale viendra se greffer un sens de responsabilité. Mais là, nous retombons dans le domaine moral, c'est-à-dire celui de la philosophie de l'action humaine. Le poids de l'homme, en ce sens, aujourd'hui, devient capital, déterminant, absolument nécessaire et suffisant. Et ce n'est pas le moindre paradoxe que d'en arriver à cette conclusion, qui est une conclusion de bon sens, une conclusion vraiment formative et normative, alors que tant de menaces pèsent sur l'homme. Je pense donc que
toute cette vision de la communication doit se faire dans cette perspective de l'auto-responsabilisation humaine. C'est pour ça que je suis personnellement très reconnaissant aux démarches de l'art sociologique qui ont tenu justement à faire porter leurs efforts sur les pratiques de la communication, avec évidemment l'idée que cette alchimie humaine reste toujours du domaine humain.